Chapitre 10. Une nouvelle alliance. Partie 1. Pendant que Sirius, James, Remus et Peter célébraient leur succès à Poudlard, des hiboux grands-ducs provenant du manoir des Malfoy s'éparpillaient à travers le pays pour distribuer des invitations à un bal masqué le soir d'Halloween. Et tous ceux qui avaient eu l'honneur d'en recevoir une s'empressèrent de l'accepter, sans se douter une seule seconde de ce qui les attendait. Durant les quelques jours qui précédèrent le bal, Abraxas et Lucius mirent au point un discours des plus convaincants, destiné à rallier tous leurs invités au clan de Lord Voldemort. Ils répétèrent des heures durant dans la grande salle de bal qui allait accueillir les convives. Narcissa n'assista pas aux répétitions, mais elle entendit à travers la porte la canne d'Abraxas Malfoy frapper le sol à plusieurs reprises pendant qu'il hurlait à son fils qu'il ne serait jamais à la hauteur. Pendant la journée du 31 octobre, Prunas et Lidélis décorèrent le château avec de véritables toiles d'araignée, des lanternes citrouilles au sourire maléfique, des chauves-souris domestiquées pour rester sagement suspendues au plafond. Et plus les préparatifs avançaient, moins Lucius semblait serein. Pendant que Narcissa passait une robe parme et de longs gants assortis, Lucius revêtit un costume couleur d'ambre et entreprit de s'observer nerveusement dans le miroir. « Tout va bien se passer », lui assura Narcissa en nouant les attaches dorées de sa veste. « Tu sauras parfaitement t'y prendre, j'en suis certaine. » « D'habitude, l'Assemblée ne compte pas de meurtriers sanguinaires, » répondit Lucius d'une voix étranglée en desserrant le col de sa chemise. Et pourtant, au moment où le gong du portail annonçait les premiers invités, toute trace d'appréhension disparut du visage de Lucius, remplacée par une expression de maîtrise confiante, admirablement feinte, et lui et Narcissa descendirent les escaliers main dans la main pour accueillir leurs premiers invités. Evan Rosier, Baldéric Parkinson et Damian Knott avaient été conviés avec un peu d'avance et étaient les seuls avertis de l'objectif de cette splendide réception. Lucius ne les avait pas choisis par hasard. Ils habitaient sur la colline d'Émeraude et y étaient respectés par la plupart de ceux que Lucius souhaitait convaincre. « Regardez-moi ces petites canailles !» leur lança Evan Rosier avec un sourire éclatant après avoir ouvert d'un geste théâtral les 2 battants de l'imposante porte d'entrée. Il portait un superbe pardessus bleu ciel et tenait dans la main un masque assorti. Il marcha à grandes enjambées conquérantes, les bras ouverts, et donna l'accolade à Lucius. « Alors, comme ça, on a rencontré le Seigneur des Ténèbres, petit cachotier. » Il éclata d'un rire sonore et fit mine de lui pincer la joue avec affection. « Bonjour, Rosier, » dit Lucius en se dégageant poliment. « Tu sembles être dans une forme éblouissante. Vous voir me donne des ailes, mes amis. Et voilà Narcissa, ma tendre cousine, comment vas-tu » Et sans prévenir, il attrapa Narcissa par la taille, la souleva du sol, la fit tournoyer un instant dans les airs et la reposa 1 mètre plus loin. « Evan » rit Narcissa en retombant sur le sol. « Toujours aussi resplendissante » dit-il en lui baisant la main avec des manières exagérées. « Parkinson, Knott, venez par ici. » Damian Knott, avec ses longs cheveux noirs lissés et un pardessus doré, fit son entrée aux côtés de Magdalena Knott, son épouse, et Baldéric Parkinson entra à son tour. Et la personne qui se trouvait à côté de lui était d'encore moins agréable compagnie que cette peste de Magdalena Knott. Il s'agissait de Juliette Selwyn, avec qui il était fiancé depuis peu. « Bonjour, Lucius » roucoula cette dernière, sans accorder un regard à Narcissa. « Bonjour à tous les deux, et félicitations pour vos fiançailles » répondit Lucius avec indifférence. Juliette piqua du nez vers sa superbe robe verte, assortie au par-dessus de son mari. Lucius, quant à lui, reporta son attention sur ses amis. « J'ai appris que vous aviez semé le trouble au ministère, il y a quelques jours, pendant l'investiture d'Adam Claring. »
Les trois hommes échangèrent des regards complices, manifestement très satisfaits d'eux-mêmes. « Ce n'est pas prudent, » dit sèchement Lucius. « Le ministère est sur les dents en ce moment. Vous risquez d'attirer l'attention sur nous. »« Oh, allez, Lucius, tu aurais vu sa tête quand les flammes sont apparues derrière lui. C'était à mourir de rire. Et son copain Aurore était absolument furieux. »« Ce n'est pas n'importe quel copain, Aurore, » corrigea Lucius. « Il s'agit d'Alastor Maugré, issu d'une interminable lignée d'aurores de premier ordre, tous plus coriaces les uns que les autres. Ses parents sont morts en essayant de sauver les Clarings. Et, pour arranger le tout, il a été élevé au pensionnat Wimbley. Celui-là risque de nous donner du fil à retordre à l'avenir. »« Oui, bon. »« Tu en sais des choses, Lucius ?» roucoula Juliette sous le regard courroucé de son futur mari. « Ne me dis pas que tu te réjouis de cette nomination, Lucius. »« Bien sûr que je m'en réjouis. Voyons, réfléchissez. C'est du pain béni. Claring n'est pas très populaire. Il souffre encore de la réputation violente de ses parents. Tu sais qu'il veut taxer nos fortunes pour éviter au ministère de faire appel à nos financements directs. Instaurer un quota de sang de bourbe au Magen Mago. Vous imaginez un peu, sans parler de sa maudite fondation. »« Justement, » dit Lucius avec un sourire, « rien de mieux pour effrayer les sangs purs, et pour les convaincre de prendre parti pour nous. » Evan Rosier, Baldéric Parkinson et Damian Knott s'entre-regardèrent avec perplexité, puis éclatèrent d'un rire ironique. « Je vois, » dit Evan Rosier. « Mon cher Lucius, tu as toujours un coup d'avance. »« Cela se pourrait. »« En tout cas, pour ma part, je ne suis pas tranquille, » affirma Damian Knott avec gravité. « Dois-je vous rappeler que ce sont nos parents, nos oncles et nos tantes qui sont à l'origine de l'incendie qui a tué ses parents ? Certes, ils n'ont jamais été identifiés, mais Claring a peut-être des soupçons. Nous serions alors en grand danger. »« Mon père m'a assuré qu'ils avaient pris toutes les précautions nécessaires à l'époque, » affirma Lucius. « Et si Claring avait eu des soupçons, je t'assure que j'en aurais été immédiatement averti. »« Je suis certain qu'il a des pouvoirs démoniaques, » insista Knott. « Comment aurait-il pu échapper à cet incendie, sinon ? J'ai récemment jeté un coup d'œil aux archives, et d'après les quelques témoins, le démon de feu qui a ravagé l'immeuble n'a pas été détruit, mais absorbé. » »« Absorbé ? Mais par qui ? Ou par quoi ? » Les rares témoins étaient trop éloignés pour le voir. Ils ont simplement vu le feu converger vers une forme noire et s'évanouir brutalement, comme si quelqu'un l'avait avalé. Avaler un feu démon, vous vous rendez compte ? Seule une créature terriblement diabolique en serait capable. Cela expliquerait son tempérament aussi impétueux. « Ne raconte pas de sottises, s'il te plaît, » l'interrompit Lucius avec agacement. « Ce genre de choses est strictement impossible. » « Enfin, regarde son slogan, si ça ne prouve pas qu'il y a une part diabolique en lui. » Tout en observant la réaction de Lucius, Baldéric Parkinson brandit sous son nez un prospectus de couleur rouge sombre, frappé d'une écriture flamboyante. La Fondation pour l'égalité des sorciers et la protection des Moldus renaît de ses cendres. Adam Claring siégera au Magen Mago à partir du mois de novembre. Rejoignez-nous. Eh bien, il renaît de ses cendres, lut Parkinson d'un air sinistre. C'est une référence à l'incendie, et cette couleur rouge, ce n'est pas un prospectus, mes amis, c'est une authentique mise en garde. Je compte sur toi pour en parler à tous les invités avant mon discours, rit Lucius. Ce sera du plus bel effet. Parkinson renonça à convaincre Lucius du bien fondé de ses inquiétudes, et la conversation dériva vers les quelques alliés d'Adam Claring. À côté de Narcissa, Magdalena et Juliette s'en désintéressèrent aussitôt. « Alors, Narcissa, il paraît que tu t'es réconciliée avec cette cruche de Daisy ?
dit Magdalena. Narcissa serra les poings. Oui, c'est exact, dit-elle avec froideur. Elle est toujours plongée dans ses recherches à propos de balais volants? Absolument, répondit Narcissa avec aplomb. Je crois qu'elle progresse. Ça promet, pouffa Juliette Selwyn. Dans un premier temps, Narcissa se retint de répliquer. Mais après tout, si elle avait fait le choix de rejoindre le Seigneur des Ténèbres, c'était bien pour qu'on la respecte. Et à quoi bon être respectée si elle ne pouvait pas défendre ceux qu'elle aimait? Et vous, sur quoi avez-vous travaillé cette semaine? Demanda Narcissa. À assortir vos tenues à celles de vos maris? À parfaire votre manière de tenir une tasse de thé? Juliette et Magdalena prirent la même expression choquée, ce qui leur donnait l'air encore plus idiot. Il y eut quelques secondes de malaise généralisé, pendant lequel aucun des 4 hommes ne sut quel parti prendre. Et ce fut finalement Evan qui les sortit de ce mauvais pas avec sa frénésie habituelle. Ce n'était qu'une plaisanterie, Narcissa, évidemment. Daisy est tout à fait charmante. Allons, parlons plutôt de ce soir. Où aura lieu la fête? Dans la salle de bal, la salle principale, précisa Lucius. Parfait, nous allons être nombreux. Et le discours? Quel discours? Demanda Juliette. Tout le monde l'ignora. Je le prononcerai là-bas, dit Lucius en désignant une petite estrade proche de la cheminée. Bien, bien, approuva Evan Rosier. La sonorité de la salle est bonne. Nous nous disperserons au sein des invités, tous les 3, dit-il à Nott et Parkinson. Et nous les entraînerons tous dans notre enthousiasme. Tous les 3 semblaient incroyablement excités de prendre part au grand basculement qui se préparait. Quand je pense que les crabes voulaient faire exactement la même chose que toi, et que tout le monde refusait de les écouter, rit Parkinson lorsqu'ils eurent discuté de quelques détails du déroulement de la soirée. Mais de quoi parlez-vous à la fin? Demanda Magdalena Nott. Narcissa comprit avec satisfaction que leurs compagnons n'avaient pas daigné informer Magdalena et Juliette de ce qui allait se passer. Vous verrez tout à l'heure, leur répondit-elle avec un sourire, tout en plaçant, sur le haut de son visage, un masque de satin et de perles assorti à sa robe. Les invités ne tardèrent pas à arriver et commencèrent à se rassembler dans l'immense salle de bal. Les bruissements des robes, le carillon des bijoux et les éclats de voix résonnaient sous le lustre qui scintillait de tous ces cristaux clairs et raffinés. Malgré leurs sourires éclatants, on devinait que nombre d'entre eux étaient profondément embarrassés. Les rumeurs avaient commencé à se répandre. Plusieurs familles de sorciers avaient revu leur jugement concernant Lord Voldemort. Une partie, non négligeable d'entre eux, s'apprêtait à le rejoindre. D'autres y étaient encore réticents, par peur ou par conviction. Mais qui se trouvait dans quel camp? À qui pouvait-on se confier? Quel discours fallait-il tenir? Et surtout, que recommandait la famille Malfoy? Cette interrogation informulée pouvait se lire sur tous les visages. Les regards glissaient vers Lucius ou vers son père. Les invités s'évertuaient à sonder leurs expressions dans l'espoir de déceler leurs intentions. Dans cette atmosphère craintive, personne ne remarqua la silhouette encapuchonnée qui les observait depuis la mezzanine, sous les dorures, ni les invités entièrement masqués, habillés de manteaux sombres et râpés, qui déambulaient parmi eux. Malgré l'embarras des invités, la première partie de la soirée se passa donc à peu près normalement. Les Goyle tardèrent à arriver, et Narcissa souhaita un instant qu'ils ne viennent pas. Elle ne voulait pas les inviter, car elle souhaitait qu'ils restent en dehors de la guerre. Mais cela aurait été trop soupçonneux. Les Goyle entrèrent donc dans la salle de bal, peu avant le discours de Lucius, portant le même masque, couvert de plumes oranges, sauf Edgar, qui en portait un rouge assorti à la robe de Carla.
Narcissa n'avait rien dit à Daisy à propos de Voldemort. La dernière fois qu'elle s'était vue, Daisy avait fermement condamné sa démarche, et Narcissa avait mollement acquiescé. Quant à Vera, elle luttait depuis quelque temps pour empêcher son fils de rejoindre les Mange-Morts. Comment réagiraient-elles quand elles apprendraient que Lucius et Narcissa leur avaient tendu un piège? Pour l'instant, Daisy ne soupçonnait absolument rien et s'approcha de Narcissa, un grand sourire aux lèvres. « Si, comment vas-tu? Oh, et Bellatrix, tu es là aussi ?» remarqua Daisy un peu gênée. « Comme tu peux le voir, » dit Bellatrix en posant sa main sur celle de Narcissa. Narcissa sentit une brûlure familière naître au creux de son estomac, celle qu'elle ressentait chaque fois qu'elle se sentait tiraillée entre deux parts d'elle-même. « Assieds-toi, » proposa Narcissa à Daisy en tirant une chaise à côté d'elle. Son amie s'y laissa tomber avec joie. Ses yeux verts pétillaient avec intensité, et Narcissa remarqua qu'elle portait autour du cou le sifflet couvert d'écailles violettes qui lui servait de signal pour appeler sa dragonne. « Joli collier, » commenta Narcissa en caressant les écailles violettes. « N'est-ce pas? Ça me donne du courage de l'avoir autour du cou. »« Bonne idée. Je ferai sans doute la même chose à l'avenir. Ainsi, Carla et Juliette y réfléchiront à deux fois avant de me prendre de haut. » Daisy rit gaiement et approuva avec enthousiasme. « Je crois que j'ai progressé par rapport à mon prototype de balai, » chuchota-t-elle à l'oreille de Narcissa. « C'est vrai? Tu as de nouvelles idées? »« Oui, il faudra que tu viennes à la maison prochainement pour que je te montre tout ça, » dit Daisy. Narcissa acquiesça avec sincérité. « Qui sont tous ces hommes habillés de noir ?» demanda Daisy en regardant la foule. « Oh, des amis de Lucius ?» répondit vaguement Narcissa. « Tiens, justement, il va nous les présenter. » Lucius avait attendu que l'ensemble des invités soit légèrement grisé par le champagne et avait demandé à Prunas de resservir plusieurs fois ceux qui pourraient potentiellement s'opposer à lui. Et il jugeait maintenant que les invités étaient assez mûrs pour être réceptifs à ses arguments. Il se leva donc, fit un petit signe à Evan Rosier, à Balderic Parkinson et à Damian Knott, qui se dispersèrent dans la salle au milieu des groupes compacts de convives. Il marcha vers la petite estrade dressée à côté de la splendide cheminée de marbre, retira son masque et le posa sur le pupitre qui lui faisait face. Il paraissait parfaitement calme, malgré son front légèrement imbibé de sueur. Il jeta un regard à son père, qui était assis à la table la plus proche, et dardait sur son fils ses yeux pâles et froids. Abraxas Malfoy était habillé de son habituel manteau noir, fermé par 2 rangées de boutons d'argent, avec le blason des Malfoy brodé sur la poitrine. Et Narcissa le soupçonnait de porter une cuirasse sous son manteau pour paraître moins maigre. Lucius lui adressa un sourire qui n'obtint pas de réponse. D'un geste discret, il essuya la sueur qui perlait au-dessus de sa lèvre supérieure, puis le long de ses tempes. Il s'éclaircit la gorge et, à l'aide d'un couteau en argent, frappa 3 petits coups sur la coupe de cristal qu'il tenait à la main. Le premier tintement s'évanouit dans la clameur de la salle. Evan Rosier, Balderic Parkinson et Damian Knott restreignirent leurs voisins au silence en désignant Lucius, et les voix furent remplacées par des chuchotements fiévreux que les 2 autres tintements métalliques couvrirent aisément. « Que va-t-il annoncer à votre avis? Peut-être que Narcissa est enceinte, » dit quelqu'un de naïf. « Tu crois? Il était temps. » En entendant murmurer cela, Narcissa se sentit envahie de tristesse. D'un geste hâtif, elle prit sa coupe de champagne et la but d'un trait, comme si cela pouvait faire redescendre les larmes qui lui montaient aux yeux. Elle s'efforça de se concentrer et fixa malgré sa vue brouillée la silhouette dorée de Lucius qui se dressait au-dessus de la foule des invités. « Mes chers amis, je vous souhaite la bienvenue, »
déclara-t-il avec douceur. À côté de lui, les instruments magiques cessèrent de jouer. Evan Rosier applaudit avec enthousiasme, imité par quelques-uns de ses voisins amusés. Si je me permets de vous demander le silence et d'interrompre cette charmante musique, deux invités lançaient des regards excités à Narcissa. Elle essaya tant bien que mal de les ignorer, assaillie par une tristesse grandissante. Mes amis, vous qui venez régulièrement festoyer ici, dans ce manoir, vous qui savez si bien apprécier notre sens de l'hospitalité, je tenais à vous dire à nouveau à quel point nous sommes heureux, mon père et moi, d'avoir pu vous réunir ici, malgré cette époque tourmentée. Il parcourut la foule du regard et fit un geste ample du bras. Quelle fierté, quel bonheur de voir les plus illustres familles du monde magique se presser sous notre toit. À vous voir ainsi, je ne peux m'empêcher de penser à tous les millénaires d'histoire que nous représentons. Je repense aussi à nos ancêtres, les premiers sorciers qui ont foulé cette terre, et à ce qu'ils penseraient de nous aujourd'hui. Ce qu'ils penseraient de ce monde magique dont ils ont fait la fortune et la beauté pendant des siècles et des siècles. Narcissa frissonna. Les chuchotements dans la salle cessaient progressivement. Le silence s'étendait comme une onde autour de Lucius, et la résonance de sa voix se propageait au-dessus des têtes. Oui, décidément il ne faut pas l'oublier. Ce sont nos familles qui ont créé, organisé, financé le moindre atome de cette si belle société. Et pourtant, il laissa sa phrase en suspens. Plusieurs invités froncèrent les sourcils. Lucius quitta son visage rayonnant pour devenir grave et soucieux. Et pourtant, mes amis, ce même monde magique est en train de se retourner contre nous. À côté de Narcissa, Daisy remua sur sa chaise, mal à l'aise. Certains d'entre nous ne l'ont peut-être même pas remarqué, car ce changement s'est fait lentement, insidieusement. Mais en quelques dizaines d'années, combien de libertés nous ont été retirées? Combien de décrets nous a-t-on imposés au nom de la sainte protection des Moldus? Combien d'entre nous ont été injustement condamnés parce qu'ils ne faisaient que se défendre contre l'oppresseur? Et surtout, de quoi va-t-on encore nous déposséder si nous ne réagissons pas? Dans l'assemblée, de nombreux sorciers avaient déjà été poursuivis pour avoir pratiqué de la magie devant, et parfois même sur, des Moldus. Oportus Rosier, par exemple, avait déjà passé quelques mois à Azkaban pour avoir transformé un jeune garçon moldu en araignée pour amuser ses propres enfants. Agapé Humphrey, elle, était connue par le ministère pour jouer des mauvais tours à ses voisins moldus en faisant pourrir toutes les plantes qui poussaient dans leur jardin ou en infligeant régulièrement des charmes d'agrandissement aux quelques rats qui peuplaient leur grenier. En entendant Lucius défendre la possibilité d'agresser les moldus sans être inquiétés par le ministère, tous s'empressèrent donc d'acquiescer avec enthousiasme. « Mes amis, l'heure est grave. Demain matin, Adam Claring entrera au Magen Mago, dit sombrement Lucius, et sa maudite fondation est de retour. Vous savez tous ce que cela signifie. Seuls les plus jeunes d'entre nous ont la chance d'avoir oublié la terreur que les deux Claring ont répandue parmi les sorciers. Oh, leur fils prétend qu'il n'emploiera jamais la violence. Mais ses objectifs sont semblables. Réformer le monde magique. Il ne s'en cache pas. Réformer, je dirais plutôt rétrécir, appauvrir, effacer petit à petit tout ce qui fait la beauté de notre culture sorcière. Intégrer les sangs de bourbe et leurs ignobles mœurs moldues aux nôtres. L'assemblée poussa des exclamations de dégoût. Si nous laissons faire le ministère, c'est l'extinction qui nous menace, poursuivit Lucius avec hargne. La misère, la terreur, la traque, la dépravation.
Hors de question s'exclama Damian Nott, électrisé. Il faut agir cria Evan Rosier. Lucius leur adressa un signe de tête discret et reconnaissant. Il faut agir, oui. Je crois que nous sommes tous d'accord sur ce point. La colère gronde parmi vous, mes amis. Je l'aperçois depuis longtemps, et pourtant. Pour la deuxième fois, il laissa sa phrase en suspens. Autour d'eux, le silence était de plus en plus épais. Et pourtant, il y a quelques années, un mage noir dont je ne prononcerai pas le nom tuait pour la première fois 4 moldus dans un quartier malfamé de Londres. Et quelques mois plus tard, il appelait tous les sorciers à se battre à ses côtés, résuma Lucius. Très sérieux, il descendit de l'estrade et se mit à déambuler au milieu des invités, comme s'il cherchait quelqu'un. Et la foule s'écarta sur son passage, comme si chacun craignait d'être pris à partie. Aucun de nous n'a répondu à cet appel, poursuivit-il en pivotant sur lui-même. Non, pas une grande famille de sorciers n'a daigné rejoindre vous savez qui. Et pourquoi l'aurions-nous fait? Nous sommes si bien installés dans nos petites vies, tellement enfoncés dans notre quotidien. Alors, pourquoi prendre le risque de côtoyer un dangereux criminel? Dans l'assemblée, les convives échangeaient des regards inquiets. Mes chers amis, j'ai le regret de vous dire qu'en commettant cette terrible erreur, nous avons tous renié notre héritage, dit Lucius. Il fit une courte pause pour donner de l'effet à cette lourde accusation. Depuis toujours, nous autres sorciers vivons reclus dans l'ombre, dans des pays occupés par les Moldus, gouvernés par eux et délimités par leurs stupides frontières. Depuis toujours, nous sommes pourchassés sans relâche, condamnés à une existence secrète, parfois même emprisonnés pour avoir montré notre vrai visage, à la merci de ces parasites, forcés de supporter leurs mœurs, en tout point inférieures aux nôtres. Autour de lui, les regards étaient fixes, quelques bouches entr'ouvertes. Ses paroles imprégnaient les esprits comme du mauvais alcool. Ses formules vides coagulaient l'ambition des plus jeunes et la nostalgie des plus âgés. Elles agrégeaient toutes leurs petites frustrations, leur peignaient une révolution glorieuse qui remplacerait avantageusement leur quotidien morose. Qui, parmi vous, n'a jamais rêvé de traverser le ciel en balai, en plein jour, sans avoir le ministère à ses trousses? Qui n'a jamais rêvé de sortir de chez soi sans être obligé de porter ces ridicules vêtements moldus? Qui n'a jamais souhaité abolir toutes ces règles qui nous entravent? Qui n'a jamais questionné l'absurdité de cette situation où cette vermine moldue évolue librement, sans que personne ne lui demande de rendre des comptes, pendant que nous, nobles et puissants sorciers, sommes contraints de leur céder le pouvoir? Evan Rosier, Baldéric Parkinson et Damian Nott acquiesçaient bruyamment, tout en donnant des petits coups de coude à leurs voisins pour les impliquer davantage. Alors, mes amis, où est passée la fierté d'être sorcier? N'en avez-vous pas assez d'être écrasés par le carcan des lois, toujours plus nombreuses, et toujours au service des moldus? Si, hurla Evan Rosier faisant sursauter ses voisins. Plus qu'assez, renchérit Baldéric Parkinson. N'en avez-vous pas assez? Répéta Lucius en ouvrant les bras. Si, répondirent de nombreux sorciers. Lucius hocha la tête, satisfait, et remonta sur l'estrade qui se trouvait à côté de la cheminée. Narcissa sentait le regard inquiet de Désil l'interpeller, mais elle refusait d'y répondre.
Elle aperçut Vera et Fergus se glisser vers la porte de sortie pour constater que celle-ci était verrouillée. Et pourtant, quand vous savez qui nous a proposé de se joindre à lui pour mettre fin à cette insupportable situation, nous avons tous fait la sourde oreille. Mais pourquoi, mes amis? Pourquoi? Par paresse? Par mépris pour les truands qui se trouvaient déjà à ses côtés et que certains d'entre nous surnomment les embrumés? On entendit quelques grognements hostiles provenant des silhouettes masquées aux manteaux râpés. Et nous voilà, deux partis qui gagneraient à coopérer, mais qui n'y parviennent pas. Au fur et à mesure que Lucius développait son discours, les silences se faisaient plus denses dans l'assemblée, les murmures plus intenses, quand une révélation frappait les esprits. Comme tout cela était surprenant. Deux clans de sang pur, tous cousins, qui poursuivaient le même but, mais qui, séparés par la grandeur de leur fortune et la qualité de leurs habits, n'avaient jamais été capables de s'allier. Aujourd'hui, vous savez qui nous tend à nouveau la main, dit Lucius avec un geste rassurant. Il nous pardonne notre lenteur d'esprit et nous offre une seconde chance. Et je crois, mes amis, qu'il est temps de s'en saisir, car la seule solution pour que les Moldus nous respectent enfin, c'est d'abolir cette frontière entre nous, les collinards, et ceux que nous appelions les embrumés. La seule solution, c'est l'union de tous les sangs purs contre le fléau qui nous menace. Oui, il a raison. Car ce que nous voulons, c'est que justice nous soit rendue. Et puisque le ministère ne s'en soucie pas, nous allons la rendre nous-mêmes, dit Lucius en brandissant son poing serré. C'est ça. Parfaitement. Ce que nous allons entreprendre, certains en avaient parlé des centaines de fois, mais jusqu'ici personne ne l'avait jamais fait. Et le temps est venu, car la magie est puissance, la magie est sagesse. Laissons-la éclater au grand jour et construisons une nouvelle ère, un nouveau monde pour nous, les sorciers, un nouveau rêve où nous serons enfin libres, où nous n'aurons plus jamais à nous cacher, où nous ne serons plus jamais punis à cause de ces satanés moldus. Lucius éleva le bras et tendit la main vers la mezzanine. Et voilà celui qui va nous aider à le réaliser.